Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Fleuve, l'émission d'entretien de la chaîne Skull Kid. Ce nouveau podcast provient d'une volonté de ma part d'aller à la rencontre de personnalités inspirantes sur le temps long, pour leur laisser le temps de développer une parole. L'émission s'appelle Fleuve car ce sont de longs entretiens où l'on se laisse porter par le flot de la discussion et des éventuelles digressions. Pour ce premier épisode, je reçois Noé Jacomet. Bon, il s'avère que je le connaissais un peu en amont, donc c'est plus simple pour moi, mais Noé reste une personnalité inspirante. Grand amateur du philosophe Baruch Spinoza, il développe sur la chaîne YouTube qui porte son nom, dans des formats plutôt courts, des réflexions philosophiques et va à contre-courant des modes actuels de l'internet politisé. Je m'excuse d'avance si la technique n'est pas optimale, j'ai essayé de mon mieux d'enlever les grincements de mon siège. Bonne écoute. Alors bonjour Noé, bienvenue dans Fleuve. Alors tu es traducteur et rédacteur de métier, mais aussi, entre gros guillemets, youtubeur réflexion. Les vidéos publiques les plus anciennes de ta chaîne YouTube remontent il y a 2 ans. Et sur la chaîne YouTube qui porte ton nom, donc, tu parles de philosophie, de politique, de culture, etc. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour te présenter ? Non, c'est très bien, c'est exactement ça, effectivement. Et du coup, je voulais savoir quel était ton parcours personnel et intellectuel avant de te lancer sur YouTube et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta chaîne YouTube pour Euh, commencer un peu large. ouais, alors, j'ai pas remonté trop loin parce que je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt. En gros, si tu veux, moi j'ai pas fait d'études, je parle pas mal de philo sur ma chaîne, mais j'ai pas fait d'études de philo, j'ai fait des études de communication politique. Et quand j'étais en master de communication politique, j'ai renoué avec la philo à cette époque-là. Parce que comme beaucoup de gens, j'en avais fait au lycée, puis après je m'étais arrêté. Mais ça m'a, je sais pas pourquoi, ça m'a réintéressé à cette époque-là, donc je sais plus quel âge j'avais, milieu de la vingtaine, quoi. Et, euh, Et donc, je suis allé en parallèle de mes études dans une asso de philo qui s'appelle Opium Philosophie. C'est une asso étudiante avec c'est beaucoup des gens de Paris 4 et de Sciences Po Paris. C'est une association parisienne. Et, euh, et donc voilà, j'ai renoué comme ça un peu avec la philo et puis je me suis remis aussi à en lire beaucoup de mon côté. Et donc c'est ça qui a nourri mes réflexions à cette époque-là. Et plus tard, du coup, après mes études, j'ai effectivement lancé, voilà, il y a, comme tu l'as dit, il y a un peu plus de 2 ans, cette chaîne YouTube et ce podcast. Et alors, qu'est-ce qui m'a déterminé à lancer ça? Il y a deux choses, je pense. Il y a une frustration dans mon métier, puisque comme tu l'as dit, je suis rédacteur. La traduction, j'en fais pas très souvent. Ça m'arrive, je fais de la traduction français-anglais, mais le gros de mon travail, c'est de la rédaction, c'est-à-dire de l'écriture de contenu, quoi. Et en fait, j'avais une frustration en tant que rédacteur de ne pas pouvoir très souvent traiter les sujets qui me plaisent, qui sont ceux que je traite sur ma chaîne. Donc des sujets philo, des sujets politiques, voilà, même parfois de la prospective ou des choses comme ça. Et en fait, je pouvais pas le faire très souvent dans mon métier parce que le problème, c'est que si tu veux parler de ces sujets en tant que rédacteur, tu vas devoir faire de la presse. Et la presse, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et en plus, bah, même quand tu es appelé, c'est-à-dire quand tu commences à faire des choses comme de la pige, c'est pas très bien payé, tu vois. Donc t'as pas de, t'es assez peu incité à faire ça en fait. Si t'as pas si t'as pas comment dire, les contacts qu'il faut et le point d'entrée qu'il faut, c'est dur d'en vivre. Donc ce premier point-là m'a donné envie de faire du contenu entre guillemets à mon compte. Et puis après, si je suis tout à fait honnête, il y a aussi un élément déclencheur qui est une rupture amoureuse tout simplement, qui est quand tu te sépares de quelqu'un avec qui tu as vécu des choses fortes, ça te remet beaucoup en question. Tu fais un peu un examen de ta vie et tu te dis bon bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse. En tout cas moi je suis comme ça. Je me suis dit là il faut pas que je reste dans cette dynamique qui était la mienne depuis quelques années. Donc fais quelque chose. Et donc je me suis dit c'était le moment de concrétiser ce lancement enfin ce projet que j'avais en tête depuis quelques années déjà et que j'avais pas lancé de podcast notamment. La chaîne YouTube c'est venu après parce qu'en fait au moment où je me suis dit que j'allais lancer le podcast, je me suis dit mais en fait un podcast, si tu veux créer une audience, tu vas galérer sur des sujets niches comme ça, tu vas mettre 15 ans. Donc fais un deuxième format, peut-être un peu plus putaclic. Et donc c'est pour ça que j'ai fait la chaîne YouTube en parallèle avec effectivement l'autre format qui s'appelle Pop Culture. D'accord, donc t'as trouvé l'indépendance que tu cherchais, quoi. Enfin, plus ou Alors moins. oui et non, hein. Oui et non, c'est-à-dire que on va être très honnête. Pour l'instant, je suis très loin de pouvoir vivre de ce que je fais sur YouTube. Ça me Ah oui, fait pas un petit peu financière. ça me fait un petit peu d'argent de poche, mais c'est pas du tout. Je travaille complètement à perte. Après, je le fais avec plaisir parce que c'est un beau projet. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau projet. Ça me plaît et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, dont toi d'ailleurs.
Et puis c'est des sujets que de toute façon j'avais envie de traiter. Donc en fait, tu vois, je me suis dit quitte à faire ça à perte une fois tous les 6 mois dans la presse ou faire ça régulièrement à ton compte, fais-le à ton compte, quoi. Donc voilà, pour l'instant, je suis obligé de faire d'autres missions de rédaction à côté qui sont pas toujours très intéressantes, mais ça n'empêche en rien que je suis très content de le faire, même si c'est pas viable financièrement, quoi. Ok. Et à ton avis, est-ce qu'il y a des erreurs qu'en tant que vidéaste, tu souhaiterais ne pas avoir fait ou ne pas avoir dit, à tes débuts notamment? Non, pas vraiment. C'est-à-dire, en fait, c'est normal de faire des erreurs. Et j'en ai fait plein et je vais continuer à en faire d'ailleurs. Mais je regrette, j'ai pas tellement de regrets moi par rapport à mes erreurs. C'est-à-dire que je pense qu'en fait les erreurs, ça va être un peu bateau et un peu cliché ce que je vais dire, mais je pense vraiment que c'est une opportunité de progression en fait, de faire des erreurs. Et donc moi je suis pas trop je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de remords ou de regrets par rapport aux erreurs que je fais en général en fait, que ce soit sur la création de contenu ou même dans la vie. Bon bah ouais, t'as fait une connerie, t'as dit des conneries, t'as fait du tort à quelqu'un. C'est embêtant, mais c'est déjà fait, c'est déjà derrière toi en fait. Donc pour moi, l'attitude à avoir, c'est apprendre ta connerie et va de l'avant. Donc moi, j'ai pas du tout de regret, tu vois. Voilà. Ce qui veut pas dire que je fais pas de conneries, j'en fais plein comme tout le monde. C'est ce que dirait Epictète. Oui, sans doute, il y a une part de stoïcisme derrière. Oui, c'est possible. Et, mais quand tu regardes tes premières vidéos, ça passe ou tu es transi de honte comme plein d'autres créateurs, dont même moi qui fais de la création depuis 3 mois, les premières vidéos j'ai du mal. Donc. Euh, je vois plein d'erreurs. Je vois plein d'erreurs, mais je suis pas transi de honte. Je me dis, bah en fait, et en plus, tu vois, je me dis aussi que probablement que quand je regarderai ce que je fais actuellement dans 2 ans, je me dirais putain, t'étais bien nul quand même. Donc je pense qu'en fait, le progrès, il est continu et ça fait partie de l'apprentissage, quoi, tu vois. Donc non, non, ouais, bien sûr, je me dis putain, là, c'était quand même un peu bancal, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, quoi. Donc non, non, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. Au contraire, même quand je vois des conneries que j'ai pu faire, je me dis bon, il y a presque une forme de tendresse, tu vois, genre ah, t'étais quand même un peu con, mais t'étais innocent, tu vois. Est-ce que tu penses avoir toi-même évolué ou au moins changé d'avis grâce à ton travail en vidéo? Ouais, bien sûr, bien sûr. Évidemment, en fait, le truc, c'est que mon travail en vidéo, bah, on va revenir sur ce que je disais à l'instant, mais comme en fait c'est beaucoup axé sur la philo, ça m'a mis dans une dynamique qui fait que je lis beaucoup plus que je lisais avant, de philo et d'essais notamment. Et bah, du coup, forcément, en fait, quand tu découvres des choses, quand tu te mets dans une dynamique où tu es obligé d'étudier un tout petit peu des choses pour pas dire trop de conneries, bah, tu découvres du coup des auteurs, tu découvres des courants de pensée, et même parfois juste en fait, sans forcément les découvrir, tu vas les approfondir en fait, tu vois. Aujourd'hui, je pense que j'ai une bien meilleure connaissance de Spinoza que je l'avais il y a 3 4 ans, tu vois. Alors que Le mot en Spinoza, S. oui, le mot Je me demandais combien de temps Spi- t'allais. bah voilà, il est là. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Spinoza, je connais depuis longtemps. Quand j'ai repris la philo, c'est par lui que j'ai repris. Et pour autant, je vois bien que j'ai affiné ma compréhension de l'œuvre de Spinoza depuis, tu vois. Donc, ouais, non, non, je pense que c'est normal en fait que ce serait même inquiétant en fait. J'ai envie de te dire si j'étais vraiment ancré dans mes positions et que je bougeais sur rien. Je pense que tu sais bon c'est toujours l'adage un peu idiot, mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je pense que dans une certaine mesure c'est vrai. Ça veut pas dire qu'il faut être une girouette non plus et changer d'avis tous les 2 jours, mais je pense qu'il faut aussi être capable de reconnaître justement ses erreurs et peut-être ses approximations et donc être capable de faire un petit peu évoluer sa position sans nécessairement se renier, mais tu vois, Oui, en étant capable de. Ouais, c'est ça, en reconnaissant que peut-être on n'avait pas perçu toute la nuance de tel ou tel penseur, ce qui est normal en fait. Encore une fois, c'est humain tout ça. et c'est donc l'idée que en créant toi-même, tu te pousses à t'améliorer d'une certaine manière. Ouais, ouais, Donc absolument, c'est tout à fait ça. il faut se lancer, ça Tout à sert. fait. On va Ah faire oui, moi une, j'encourage les gens. oui, on va faire une expérience de pensée. Est-ce que tu penses pouvoir hypothétiquement atteindre un jour le million d'abonnés? Et qu'est-ce que tu ferais si ça arrive? Est-ce que je pense pouvoir. Attends, un million, c'est beaucoup quand même, Oui, Cyril, hein. Si, bah, c'est-à-dire en fait, si évidemment, si je fais ça pendant 15 ans, oui, je pense que c'est dans l'absolu, c'est pas inatteignable. Mais sur des sujets de niche comme ça, c'est quand même pas évident, hein, sur la philo. Les gros youtubeurs philo francophones, ils ont plutôt
quelques centaines de milliers, alors ce qui est déjà fabuleux, hein, mais ils ont plutôt quelques centaines de milliers d'abonnés en général, tu vois. Je pense à des gens comme le précepteur, je crois qu'il doit avoir 300 ou 400 000. À mon avis, Monsieur Fils, c'est à peu près pareil, je pense. Donc bon, c'est pas si c'est possible, ce dont je doute, c'est pas demain la veille. Et après, tu me demandais qu'est-ce que je ferais si j'avais 1 million d'abonnés? Ouais, C'est ça? ouais, Je sais pas. tu Je te sais pas. lancerais pas dans Je des pense. projets plus ambitieux, non? Ça te suffit très bien ce que tu fais Ah maintenant. si, si, bah non, non, bien sûr, évidemment, ça, oui, oui, bien sûr, c'est sûr que, en fait, de toute façon, ça, c'est un peu vrai à tous les niveaux de progression. C'est-à-dire qu'en fait, plus ta chaîne croît en termes de nombre d'abonnés, plus tu vas avoir des opportunités et des gens qui vont prendre contact avec toi pour des collaborations, des choses comme ça. Donc c'est sûr que tu es amené à faire des choses plus. Puis en plus, après, il y a toute la question financière. C'est-à-dire que je pense que quand tu arrives à 100 000, 200 000 abonnés et au-delà, tu commences à pouvoir vivre de ton travail sur Internet, enfin sur YouTube, presque exclusivement. Et donc ça te permet aussi de dégager plus de temps, parce que là, moi, mon temps, il est partagé entre ce que je fais sur YouTube et puis ce que je fais professionnellement, tout en prenant en compte aussi l'aspect, évidemment, chacun a aussi une vie privée, donc il y a aussi ça demande aussi du temps, tu vois. Donc forcément, si tu es consacré exclusivement à YouTube, ce que tu peux faire quand tu as 100 000, 200 000, voire 1 million d'abonnés, je pense que tu peux te permettre de passer beaucoup plus de temps dessus, d'investir plus d'argent aussi, donc ça veut dire du meilleur matériel. Enfin oui, c'est un cercle vertueux ou vicieux selon les points de vue, mais en tout cas, c'est un truc qui s'alimente, quoi. Ok, déjà bien. C'est déjà bien d'avoir 5800 abonnés, hein. Oui, Euh, oui, j'en suis très content, mais moi, même quand je faisais 50 vues, je trouvais ça génial, hein. Ah oui, oui, C'est oui. très franchement, en fait, moi, je me suis toujours dit, mais en fait, dans la vie de tous les jours, tu parles jamais à 50 personnes. C'est vrai. Enfin, pas jamais, mais je veux dire, c'est très très rare. Donc en fait, déjà une vidéo à 50 vues, c'est une grande réussite quand on y pense, tu vois. Ça, c'est la puissance d'Internet et vraiment l'intérêt que ça, c'est que tu peux toucher des gens en grande quantité et partager des choses de manière assez singulière. Ok. Alors je vais te demander, il y a un des aspects fondamentaux de ta chaîne YouTube qui te démarque particulièrement des autres dans le domaine, c'est que tu gardes un Mm. ton calme et respectueux même quand tu t'adresses à des personnes avec lesquelles il y a un vrai désaccord et que Mhm. parfois tu n'as aucune volonté moqueuse. Est-ce que c'est conscient et important à tes yeux et si oui, pourquoi? Ah oui, bien sûr. Alors c'est conscient, c'est même un effort. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, je suis comme tout le monde, il y a des gens qui m'insupportent, il y a des gens que j'ai envie de me foutre de leur gueule ou de les insulter, mais en fait, je pense que déjà, je pense que c'est pas très sain de faire ça sur Internet et que ça nous enferme beaucoup dans des niches en fait et dans des bulles d'opinion. Et donc en fait, moi j'ai remarqué, et peut-être que j'ai tort, mais j'ai quand même l'impression d'avoir remarqué que plus on est dans cet état d'esprit de justement se foutre de la gueule des gens avec qui on a des désaccords, plus on finit par ne parler qu'à des gens qui sont déjà de notre avis en fait. Et moi ça m'intéresse pas en fait de juste prêcher des convaincus, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ça veut pas dire qu'il faut faire semblant d'être d'accord avec tout le monde, mais je pense que c'est important d'arriver à échanger avec les gens avec lesquels on a des désaccords profonds, parce que c'est comme ça qu'on fait changer les gens d'avis. C'est ce que je disais au début de ma récente conversation avec Douit, mais moi je pense que c'est la seule. Enfin, en fait, on ne convainc pas les gens en les insultant ou en se foutant de leur gueule. Donc, voilà, il y a vraiment une volonté consciente de faire ça sur ma chaîne. C'est un effort parfois. Et après, tu me demandais autre chose sur ça? Si c'était important à tes yeux et pourquoi? Oui, alors oui. C'est important pour une autre raison, et ça aussi je l'ai déjà évoqué, c'est que pour moi, Internet, c'est un reflet de la société. Alors bien sûr, c'est numérisé, on ne se croise pas en vrai, mais nos interactions, elles restent codifiées par ce que ça veut dire d'être un humain. Et plus exactement, d'être un humain qui vit en société. Et être un humain qui vit en société, pour moi, ça passe par la courtoisie, en fait. Alors il y a des gens qui vont dire, mais ça, c'est des réflexes de bourgeois mentaux. Il faut être radical et il faut être rentre dedans. Moi, je pense que tu peux être très radical en étant très poli, en fait. Je pense que faut vraiment distinguer les deux. Ça n'a rien à voir pour moi. Et je pense que c'est pas du tout un code bourgeois, la politesse et la courtoisie. Je pense que tous les humains ont envie de vivre dans un cadre social qui soit pas
teintée d'agressivité. Enfin, en fait, moi, quand j'entends ça, quand j'entends des gens dire la courtoisie, c'est un truc de bourgeois, j'entends la même chose que les gens qui vont dire ah oui, vouloir vivre, parler de sécurité, c'est un truc d'extrême droite. En fait, tout le monde veut vivre en sécurité. Je veux dire, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est un réflexe de bourgeois mental, de dire que la sécurité, c'est un truc de bourgeois, parce que personne n'a envie de vivre dans la sécurité. Tu vois, et profondément, si tu parles avec des gens qui sont en situation de précarité, ils vont te parler de sécurité quand ils vivent dans des coins où il y a des problèmes de criminalité. Moi, j'ai de la famille dans le Vaucluse, c'est des turbo-gauchistes, mais ils me disent putain, la mafia, elle se répand depuis Marseille. Dans le Vaucluse, il y a régulièrement des problèmes d'attaques à main armée, des trucs. Enfin voilà, donc voilà, pour moi, c'est assez similaire finalement. J'ai un peu digressé, mais vraiment, la courtoisie, ça rentre là-dedans aussi. Pour vivre ensemble, il faut se respecter. Oui, moi je pense que quand on dit que la politesse est quelque chose de bourgeois, c'est plutôt l'injonction à la politesse qui serait oui, vous soulignez des problèmes, mais vous me parlez pas poliment. C'est plutôt ça qui irrite les gens. Je peux l'entendre. Après, moi je pense, encore une fois, on en revient à ce que je disais là, c'est que en fait, si tu veux convaincre, ça va être dur de le faire en étant agressif et insultant. Mais il y a des gens sur qui ça marche, mais j'en fais pas partie, tu vois. Ouais. Moi, si tu viens me cracher à la gueule, j'ai pas envie de t'écouter. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont comme moi là-dessus. On va pas se leurrer. Mais tu penses du coup que tes vidéos, elles peuvent faire changer d'avis radicalement à quelqu'un? Je pense, ouais. Alors par contre, je pense qu'on change pas d'avis en temps réel. Oui, bien sûr. Donc c'est pas une vidéo de moi qui va faire changer. Tu vois, il va pas avoir un déclic en regardant une vidéo. Il va, ah c'est vrai, Rochdy il dit un peu des conneries sur ça. Non, c'est juste qu'en fait ma vidéo va peut-être engendrer des réflexions. Puis il va voir d'autres vidéos d'autres gens. Par exemple, Paduring a parlé aussi beaucoup de philo et de Rochdy. Je prends l'exemple de Rochdy parce que c'est celui qui m'est venu en tête. Et en fait, au fur et à mesure, il va dire bon bah attends, il y a quand même plusieurs sources qui ont l'air de dire que sur tel auteur il est pas hyper carré. Et ça va engendrer, je pense, un changement d'opinion. Mais donc, ouais, j'aurais pas la prétention d'en prendre l'unique responsabilité, mais je pense que je peux contribuer à faire changer des avis, bien sûr, de par le ton que j'utilise et les propos que je tiens et disons les références que j'essaie d'utiliser. Et je vais te demander, si dans le futur, quelqu'un comme Julien Rochdy, justement, ou Modin Malin, ou les gens de Radio Dixie, si ces gens comme ça te proposaient un débat filmé sur terrain neutre, est-ce que tu accepterais? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle un terrain neutre, mais a priori, oui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut débattre avec l'extrême droite. Radio Dixie, d'ailleurs, m'avait proposé un débat, mais il m'avait proposé de venir sur leur chaîne. Donc, Radio Dixie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le podcast de Baptiste Marchais et Le Guise, qui sont très à droite et très. Enfin, ils n'ont pas tous les deux les mêmes positionnements, d'ailleurs. Non, il y en a un qui est plus ultra-libéral et l'autre qui est plus ouais, droite plus radi. dure classique. Ouais, c'est ça, plus radi. Et donc j'avais fait une vidéo pour parler d'une de leurs analyses sur la peine de mort et j'étais pas d'accord. J'avais fait un truc assez poli justement. Et après ça, le Guise m'avait proposé dans les commentaires est-ce que tu veux venir en parler sur Radio Dixie. Je lui ai dit bah non, pas trop. Par contre, si tu veux, on va en parler ailleurs, chez Yeux Clos, chez Débat d'idées. Moi ça peut me séduire. Après, je pense qu'il faut aussi se mettre d'accord sur les objectifs du débat. Avant ça, je veux dire au préalable. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire maintenant quand je reçois quelqu'un dans mon émission pour un débat contradictoire, c'est que je lui donne, avant qu'on commence, mon objectif, et mon objectif, c'est toujours le même, c'est de ne pas être justement dans la foire à l'empoigne. La foire d'empoigne, on dit, pardon. Et c'est là où j'étais content de ce qu'on a pu faire avec Doumit, justement, c'est qu'on a pu débattre de façon respectueuse et sans essayer de faire passer l'autre pour un con. Moi, ce que je supporte pas, en fait, c'est ce format du débat où, en fait, le but du jeu, c'est de niquer l'autre. Tu vois, ça m'intéresse pas, ça. Je vois pas l'intérêt et je suis vraiment opposé à ça. Mais donc oui, dans l'absolu, moi, je pourrais débattre avec ces gens-là. J'ai pas de. Je pense qu'en plus, ça peut être une occasion, justement, aussi, quand c'est fait de cette manière-là, de potentiellement faire changer des gens d'avis. Pas nécessairement eux, mais une partie de leur public, peut-être. Mais t'as pas peur qu'ils te prennent en traître, qu'ils cherchent la foire d'empoigne, justement genre... Moi, je m'en souviens avoir vu un débat que t'avais fait avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était sur sa chaîne YouTube et il y avait que les abonnés qui pouvaient participer au chat. C'était Rémi de Juste Milieu. Rémi, voilà. Oui. Ouais, bah si, bien sûr, c'est un risque, mais c'est pour ça que justement, en fait,
quand tu te mets d'accord au préalable, je pense que ça. Là, je l'avais pas fait en l'occurrence, tu vois. Et quand tu te mets d'accord au préalable sur les objectifs du débat, ça peut marcher. Après, oui, en fait, ce que tu soulignes, tu as raison. C'est-à-dire que l'un des problèmes du débat contradictoire sous cette forme-là, c'est que même si c'est pas en direct, c'est du simili-direct. C'est-à-dire que tu vas pas faire des pauses pour aller vérifier les propos, pour aller fact-checker. Tu vois, donc oui, quelqu'un peut te la faire à l'envers. Mais bon, moi, je suis assez confiant sur la capacité des gens aussi à voir quand même un petit peu les sophismes et les raisonnements à l'emporte-pièce. Pas tous, bien sûr. Hein. Tu auras une partie des gens qui vont être un peu là pour voir un combat de coq et bon, bah, c'est comme ça, tu vois. Mais tu as aussi des gens, même ce débat que tu cites là, avec Rémi, j'ai des gens qui m'ont contacté après, qui m'ont dit écoute, moi j'ai trouvé que tu avais la meilleure attitude, que tu avais un propos nuancé. Il y a même quelqu'un d'ailleurs qui m'a dit c'est toi qui devrais t'appeler juste milieu, parce que toi tu essayes de, tu vois, d'avoir une position un peu nuancée justement. Et c'était quelqu'un qui était plutôt du public de Rémi, tu vois. Donc, tu vois, même ce débat-là que moi j'ai trouvé complètement raté, finalement, il y a une partie de son public qui a trouvé que c'était pas si inintéressant que ça. Et quel est ton rapport avec le monde du web politisé actuel, enfin les créateurs YouTube ou Twitch? Moi je trouve que ça se contente souvent de clash ou de méta-commentaires, parfois c'est proche de la presse à scandale. Et est-ce que t'as la même impression que moi? Ouais, ouais, bien sûr, mais après, je vais pas. Moi aussi, ça m'arrive d'être un peu dans ces dynamiques-là. Hein. J'essaye de pas trop le faire, mais le problème, en fait, c'est qu'on a. Si tu veux, en fait, les réseaux sociaux ont été structurés d'une manière qui est très très corrélée au modèle publicitaire. Donc en fait, la question c'est le business model. Et le business model des réseaux sociaux fait que ce que les plateformes recherchent avant tout, c'est de l'engagement. Et qu'est-ce qui génère de l'engagement? Bah, c'est le drama, le clash, la foire d'empoigne, etc., la presse à scandale, enfin tout ce que tu as décrit là. Donc en fait, on est un peu coincé, et même moi qui n'ai pas envie de faire ça, je suis obligé par certains aspects de reprendre les codes de ces trucs-là pour essayer d'élargir mon audience. Alors c'est pas quelque chose. En fait, moi j'ai un peu, c'est presque un peu même, il y a presque tromperie sur la marchandise parce que moi je fais ça surtout sur mes miniatures. Quand Oui. tu vois mes miniatures, il y a des trucs très très clickbait. Et je pense qu'il y a même des gens qui sont déçus, qui se disent ah, putain, je m'attendais à un truc hyper hardcore et en fait il est très mou ce mec. Parce que effectivement dans le contenu de la vidéo, je suis pas trop dans le clash. Mais ouais, moi si tu veux, je blâme pas tellement les créateurs. Pour moi, le problème vient plus des plateformes. Les créateurs, ils font ce qu'ils ont envie de faire et, enfin, plus exactement, ils font ce qu'il faut pour marcher. Après, en fait, moi, là où je peux trouver ça regrettable, c'est quand je constate une éthique personnelle vraiment questionnable. Alors, je vais pas nommer des gens, Mhm. parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, justement, mais clairement, parmi les gens qui sont sur YouTube, sur Twitch, dans la sphère un peu underground dont je fais partie, donc francophone, il y en a qui sont clairement de très très mauvaise foi, qui feront tout pour pas être d'accord avec toi juste parce qu'ils t'aiment pas, et ça c'est con en fait, c'est juste con, et c'est purement des logiques mercantiles parfois. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des créateurs que tu apprécies dans le domaine? Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. On a parlé de Paduring tout à l'heure. Paduring, j'aime beaucoup. D'ailleurs, en fait, j'allais dire, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais en fait, la plupart des gens que j'apprécie, je suis pas toujours d'accord avec eux, et je suis sûr que c'est pareil. S'ils regardaient mon contenu ou s'ils regardent mon contenu, ils diraient probablement la même En même temps, chose. il parle de tellement Mais de donc oui, sujets, c'est difficile d'être d'accord avec tout, quoi. bien sûr, oui, non, évidemment, évidemment. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois j'ai des accords philosophiques assez profonds parce que je suis plus. Paduring est quand même plus marxiste, là où moi je suis plus Spinoza. Donc voilà, je pense que moi j'ai un petit. J'occupe un peu un entre-deux entre des gens comme Droitard Fragile par exemple, qui est plus libéral, et Paduring qui est plus marxiste, tu vois. Et c'est vrai que moi j'ai ce truc de SOSDEM un peu qui est un peu entre les deux. Mais ce qui m'empêche pas de voir de la valeur chez l'un ou comme l'autre des deux que je viens de citer, ou qui je pourrais, bah, évidemment Antoine Goya, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a même d'ailleurs pas que dans la politique. Enfin, en fait, le truc c'est qu'on on finit par en arriver à des marronniers, mais tout est politique. Et donc, quand Oui, je regarde le travail de Gim Focus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup oui aussi, qui alors parle, qu'il parle exclusivement cinéma, mais en fait, c'est très politique aussi, ce qu'il fait par certains aspects.
Le fils de Bulle, c'est. Bon, après, en plus, là, le truc, c'est que les gens que je te cite, pour partie, c'est des gens que j'ai rencontrés et que j'ai vus plusieurs fois, donc on a aussi noué des liens d'amitié. Donc, du coup, tu perds un degré d'objectivité, tu vois. Forcément, j'ai aussi de la sympathie pour eux qui fait que j'apprécie leur contenu parce que je les connais personnellement. Il y a le Fou Allier que j'aime beaucoup aussi. Enfin, voilà, il y en a plein que j'oublie là. Ce serait compliqué de tous les nommer, mais oui, oui. De toute façon, en fait, si vous regardez sur ma chaîne, les gens que j'apprécie, j'essaie de les faire venir. Oui. Donc voilà, et je suis sûr que je vais en découvrir plein d'autres dans les années à venir. Ah Donc, bah, c'est une niche qui se popularise. Et pas ouais, que à l'extrême droite, hein. Il y a de plus en plus de monde. non, non, mm, c'est vrai. Alors, on va parler un peu politique, justement. Mhm, Tu as dit, durant la période électorale de 2022, il me semble, mhm, où tu as défendu le fait d'être démocrate, mais tu as aussi encouragé la pratique du vote blanc plutôt que de l'abstention. mhm. Peux-tu nous expliquer ce choix et penses-tu qu'une pensée radicale ait sa place dans un système républicain? Ouais, ouais, alors sur le côté radical, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on peut être radical, ça veut pas dire être forcément anti-républicain. Enfin, tu vois, il y a cette Oui, bien notion sûr. dans l'esprit des gens que radical égale extrême. Et en fait, pas forcément. Tu peux être un. Et comment il y a une journaliste sur Twitter, son nom m'échappe. Elodie Safaris. Je crois Mhm. que, je sais pas si elle l'a encore dans sa bio, mais elle travaille beaucoup pour Arrêt sur Image, donc c'est le média de Schneiderman. Et elle mettait dans sa bio nuanceuse radicale. Et je trouvais ça assez Ouais. marrant, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'impression, pour beaucoup de gens, ils vont te dire, mais vouloir apporter de la nuance, c'est un truc de sauce d'aime, mou de la tige. Et en fait, tu peux être très radical dans la façon de nuancer le propos aussi, justement. Ouais. Donc je trouvais ça On intéressant. parle, Donc on parle d'extrême centre même pour parler oui, de alors certains positionnements. oui, alors oui, t'as raison. Est-ce que finalement Macron n'est pas très radical aussi? Si, par certains aspects, on pourrait le dire. Euh, En tout cas, donc, alors oui, il y a plusieurs sujets. Donc ça c'est pour le côté radical. Moi, j'ai pas du tout de problème avec la radicalité. Par contre, ce que je demande, c'est qu'elle soit cohérente et c'est pour ça qu'il y a des auteurs radicaux qui me déplaisent profondément. Moi, Roya Boutelja, dont je parle régulièrement, Ouais. c'est une penseuse très radicale avec laquelle j'ai des désaccords radicaux. Donc, tu vois. Mais mon problème avec elle, c'est pas qu'elle est radicale. Mon problème, c'est que Ouais. j'aime pas philosophiquement, son propos me dérange. Donc voilà, j'ai pas de problème avec la radicalité. Et après, par rapport à la question du vote blanc, en fait, c'est un arbitrage. C'est-à-dire que moi, j'ai effectivement voté blanc dès le premier tour, en 2022, pour des raisons notamment liées à la désunion de la gauche qui me peinait au plus haut point. Et j'avais envie de limite de sanctionner ça par un vote blanc. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'ai voté du PES au législatif, parce que là, ils ont réussi à faire quelque chose collectivement, donc j'ai dit, bon, bah, ils ont travaillé, je peux leur donner mon vote, ils ont réussi à mettre de côté leurs petits égaux de coq respectifs. Ça vaut bien que je donne mon vote à un projet commun de gauche. J'aurais aimé que ce soit le cas à la présidentielle aussi. Mais donc après, oui, sur la pertinence du vote blanc par rapport à l'abstention, c'est un arbitrage. Moi, mon pari, et c'est un pari, hein, si ça se trouve, j'ai complètement tort, mais mon pari, c'est que on a plus de chances de faire passer son message de mécontentement par le biais du vote blanc, pardon, que par le biais de l'abstention. Parce que le problème de l'abstention, c'est qu'elle est très dure à lire. On s'abstient pour beaucoup plus de raisons qu'on ne vote blanc. L'abstention, tu peux le faire parce que tu es totalement dépolitisé, que tu te sens pas légitime à voter. Tu peux le faire parce que tu n'en as rien à foutre et que tu savais même pas que c'était le jour des élections. Tu peux le faire par choix vraiment, pour sanctionner, et tu peux le faire pour mille autres raisons. T'étais en vacances, t'as pas eu le temps de faire de procuration, enfin, voilà. T'as plein de trucs différents. Donc je trouve que l'abstention est extrêmement dure à lire, et de mémoire, si ça se trouve, je suis pas tout à fait bon dans les chiffres, mais de mémoire, les études qui ont été faites là-dessus en France montraient que, en gros, parmi les abstentionnistes, il y avait environ 30% de gens qui faisaient ça par militantisme. Vraiment. Donc c'est pas beaucoup en fait. 30%, ça veut dire que tu vois, t'as quasiment 2 tiers des abstentionnistes qui en fait s'abstiennent pour des raisons tout autres qui ne sont pas fondamentalement du militantisme et un message politique qu'ils ont envie de faire passer, pardon, à la classe politique. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que le vote blanc me paraît plus pertinent, et aussi notamment pour le faire progresser, parce qu'en fait, il y a eu tout un tas d'étapes, hein. Aujourd'hui, les votes blancs sont quand même, alors ils n'ont pas d'impact, mais ils sont quand même vachement mieux comptabilisés pardon, qu'ils ne l'étaient avant. Avant, on s'en foutait, on mélangeait tout. Vote nul, vote blanc, je crois que c'était même pas décompté d'ailleurs.
Et aujourd'hui, on a quand même des chiffres plus précis là-dessus, ce qui est une première étape pour arriver potentiellement un jour à en faire quelque chose qui soit vraiment un outil démocratique. Parce que ça peut l'être. Tu peux avoir des modèles dans lesquels, au-dessus d'un certain taux de vote blanc, tu dis, bah en fait, l'abstention est invalidée parce que vous n'avez pas convaincu les électeurs. Et moi, ça, je trouve que c'est des outils intéressants pour la démocratie, et c'est pour ça que je vote blanc et que je le fais de manière un peu militante, c'est que je pense que c'est plus pertinent d'utiliser ça que de s'abstenir. Et je pense que c'est en votant blanc et en faisant progresser le vote blanc qu'on va arriver à mettre dans la tête de nos représentants, je mets ça entre gros guillemets, hein, que peut-être ils devraient en faire quelque chose de significatif. Mais peut-être que je me trompe. Et qu'est-ce que tu penses du concept de désobéissance civile, d'une part, et d'autre part, est-ce que tu penses qu'une révolte peut avoir des effets positifs? Des révoltes ou moins extrêmes, des émeutes, des grèves, des manifestations? Ouais, alors en fait, tout dépend du degré. Là, on arrive en fait pour moi sur des considérations de philosophie morale, donc c'est toujours évident à dire. Moi, j'ai quand même plus une tendance là, on va me traiter encore de SOSDEM, mais j'ai plus une tendance réformiste que révolutionnaire. Mais je suis pas du tout opposé à la désobéissance civile, dans la mesure où elle reste éthiquement défendable à mes yeux. Donc après, c'est des jugements qui sont plus ou moins personnels. Mais tu vois, bah, typiquement, par exemple, j'ai manifesté pendant les mouvements de protestation contre la réforme des retraites. Voilà, j'ai pas du tout de problème avec ça. Je trouve ça même nécessaire. Et le fait qu'on ait un droit de grève est quelque chose de très important à mes yeux, justement parce qu'il permet de dresser un cadre qui soit, qui en fait autorise une forme de désobéissance civile qui ne menace pas nécessairement la stabilité de l'État. Parce que là, c'est le spinozien qui parle, mais moi, de mon point de vue, l'État est quelque chose d'assez important. Donc je sais que ça ne plaît pas aux anards quand je dis ça sur ma chaîne, mais pour moi, l'État garantit une forme de liberté. Euh, Ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de gens, plus tendance libertarienne ou anard, mais moi je crois sincèrement, à la suite de Spinoza, qu'on- qu'on- que la liberté ne se construit que dans un cadre qui soit normatif. Et ce cadre, l'État en tout cas peut être une forme de cadre normatif qui garantisse la liberté des citoyens. Et donc c'est pour ça que je suis plus opposé, on va dire, par principe à l'idée d'une révolution. Voilà. Moi, ce qui me déplaît dans la révolution, c'est le risque de violence, évidemment. C'est le risque Ouais. de débordement et de conséquences moralement répréhensibles. Voilà, ce qui ne veut pas dire que la réforme, c'est parfait. Hein, et voilà, je suis toujours méfiant de ce qui va amener de la potentielle violence au sein de la société. D'accord. Est-ce que, avant d'écouter le discours de quelqu'un, savoir sa position politique, ça te semble important? Non, pas vraiment, parce que en fait, je m'en rends facilement compte en écoutant. C'est. je- Enfin, je veux dire, si on me prévient, je vais pas me boucher les oreilles, mais Oui. non, je vais pas vraiment besoin de ça. Savoir où il se situe en amont, non? Non, parce que en écoutant quelqu'un, tu arrives en général à voir comment dire, quelles sont ses appétences en fait. Pour moi, on en revient de toute façon quand on fait de la politique, on en revient toujours à la philosophie. Donc rapidement, je vais me dire, ah bah tiens, sur tel sujet, il se rapproche plus de, je sais pas moi, des libéraux. Sur tel sujet, il se rapproche plus de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Enfin, voilà, donc c'est non, en général, j'arrive à me faire mon avis assez facilement et je vais pas j'ai pas besoin de ça en tout cas. Alors, question subsidiaire, t'as parlé de... Tu viens de parler d'extrême droite et d'extrême gauche. Est-ce que tu penses que c'est des catégories pertinentes? Genre, est-ce qu'il y a vraiment un seuil à partir duquel on devient extrême? Bon, oui ou non, c'est des dénominations qui sont normatives. Moi, je pense en vérité, il y a la gauche et la droite, et il y a des différents courants à gauche et à droite. C'est plus par habitude. Mais en plus, je le fais pas tout le temps, tu vois. Oui, moi aussi, En- j'essaie d'éviter, mais parfois, il n'y a pas d'autres mots, quoi. Ouais, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas très bien. Ça, j'aurais du mal à te répondre. En plus, je trouve qu'aujourd'hui, ça se brouille beaucoup, notamment à droite. Je trouve que la frontière entre. Autrefois, la frontière entre droite et extrême droite était beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui, je trouve. Oui. Et tu vois, avec quelqu'un comme Zemmour, on a vraiment flouté. On est arrivé à un truc qui est hyper poreux et hyper, ouais, hyper perméable.
c'est vraiment assez dur, je trouve, de situer où se situe droite, extrême droite. Donc, c'est pas forcément des catégories auxquelles je suis attaché. C'est juste que oui, comme tu l'as dit, moi, ça m'arrive de parler d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais Déjà que moi, parfois, droite et gauche, j'ai du mal, alors extrême droite, extrême gauche. ouais, non, mais je suis d'accord. En vrai, de toute façon, ce qui compte, c'est les idées. C'est pas tellement la catégorisation des idées, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai. Mais c'est utile de mettre des mots sur les idées pour les définir. Bien sûr, mais tu vois, de là à en faire un camp qui serait hyper, tu vois, qui serait hyper fermé. Ça, c'est à l'extrême. Ah, lui, ça y est, il est plus à l'extrême gauche. C'est un SOSDEF. Enfin, tu vois. Moi, Oui, voilà. personnellement, je me considère par certains aspects d'extrême gauche sur certains points et Oui. peut-être par d'autres plus un SOSDEF. Enfin, tu vois. C'est, je sais pas. Ok. Alors maintenant, on va parler un peu philo, sauf qu'il y a une contrainte au début, à la première partie de cette partie philo, c'est que tu n'as pas le droit pour l'instant de me mentionner un philosophe juif néerlandais du XVIIe siècle dont le nom de famille commence par un S. D'accord. Ok, est-ce que le bonheur est affaire de raison, Noé? Ouais. Alors, du coup, si je peux pas. Ben C'était le oui, sujet oui. du bac 2022. Hein. Ah ouais? Pour ça, Ah oui, bah c'est pour ça que intéressant. pour la blague. Je savais pas, j'avais pas suivi, mais oui, le bonheur. Mais c'est-à-dire après, alors je vais pas mentionner, t'inquiète pas, je vais pas tricher, je vais pas mentionner Ouais. le philosophe dont tu parles, mais je vais mentionner un de ses maîtres à penser qui est Aristote et qui est l'instigateur du courant qu'on appelle éthique de la vertu en philosophie morale. Et moi, je suis aussi marqué par ça, ma philosophie, mon éthique personnelle est à la fois eudémoniste, qu'on appellerait eudémoniste, donc elle s'inscrit dans l'éthique de la vertu, mais aussi dans d'autres courants comme le réalisme et le conséquentialisme. Et il y a cette idée dans les courants qui sont inspirés par Aristote, dont le philosophe que je n'ai pas le droit de mentionner s'inspire aussi. Ouais. Il y a cette idée que, effectivement, la quête, en tout cas l'une des quêtes principales de la philosophie, c'est d'arriver au bonheur, et le bonheur passe par différentes choses, dont la raison, justement. Donc oui, je répondrai par l'affirmative à cette question. Ok. Je sais pas si au bac on a le droit de répondre aussi tranché. Mais pour tout dire, j'ai pas eu une très bonne note. Non. Non, j'ai foiré. Mais les cours de philo, Et c'est tu, spécial. et tu te souviens de ton sujet ou pas? Non, je me souviens même plus. Je me souviens même plus. Mais je me souviens que j'avais fait un hors sujet, mais Ah je me merde. souviens plus quel était le sujet de base. Faudrait que je recherche les sujets du bac 2016 Hmm. de philo Ouais. en Mais ES. après, c'est vrai que ce que tu dis est assez vrai, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup un truc très thèse, antithèse, synthèse, tu vois, un Oui, truc voilà. oui, mais en même temps non, donc peut-être. C'est un peu ça. Bon, en vérité, quand tu fais de la philosophie après, tu t'es amené à te positionner sur des clivages parfois assez tranchés. Tu vois, si t'es réaliste, t'es pas relativiste en fait. Oui. Euh, et donc, C'était donc idéaliste et pas matérialiste. voilà, alors il y a quand même une Ah, frontière. il Il y y a a une une frontière. frontière, Ok. notamment avec le philosophe que je n'ai pas le droit de mentionner, Ah, ok. qui se On situe en un petit parlera peu plus tard. entre les deux. Mais ouais, étant moi-même démoniste, donc inspiré par la tradition pardon, aristotélicienne, j'aurais tendance à dire que oui, de manière assez tranchée, le bonheur passe par la raison. Oui. Bah tiens, je vais la poser maintenant du coup. Tu penses quoi des cours de philosophie au lycée? Bah, je pense que ça dépend beaucoup du prof en fait. Ouais. Moi, j'avais un bon prof. Sachant qu'on n'en Euh, fait qu'un an hein, en France, donc ouais, ouais, ça ouais, joue vraiment sur le prof, vu ouais, qu'on en a complètement. qu'un. Complètement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon prof. D'ailleurs, dans le lycée où j'étais, et c'était parce que moi j'ai passé mon bac, je l'ai passé dans l'Aveyron, alors que je suis de région parisienne à la base. Pour différentes raisons, je l'ai passé chez mon père qui habitait à Rodez. Et dans ce lycée-là, je sais pas si c'est répandu ou pas. Moi, en fait, je vais te donner avant le contexte. Quand j'avais des cours d'éducation civique avant, toute ma vie, ça a toujours été des profs d'histoire géo qui faisaient ça. Oui. Mais dans ce bahut-là, à Rodez, c'était le prof de philo qui faisait aussi les cours d'éducation civique. Et je trouvais ça pas con du tout, en fait. Ouais, Donc comme ça, j'avais on pouvait ce, l'avoir plus tôt. Ouais, mais d'une part ça, mais en plus, en fait, l'éducation civique, c'est très philosophique comme Oui. matière. Et donc je trouvais ça très logique aussi d'avoir. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir un prof d'histoire géo, hein, je pense qu'ils sont très compétents pour ça aussi, mais je trouve qu'il y a une logique à mettre un prof de philo en cours d'éducation civique. Mais donc moi j'avais un bon prof, donc je
je pourrais pas te dire grand-chose de plus que ça, parce qu'en plus, j'imagine que les programmes d'aujourd'hui ont évolué par rapport à l'époque où moi j'ai passé le bac, donc je saurais pas te dire, mais je pense que globalement, les programmes sont pas trop mal faits et que après la qualité de ce que tu vas recevoir va dépendre de ton prof, donc ça va être très variable d'un lycée à l'autre, quoi. Oui, bien sûr. Mais sur le concept, enfin la manière dont c'est enseigné, est-ce que c'est pas déjà un peu compliqué de... Déjà qu'on passe plus de temps à essayer de comprendre comment marche le bac qu'à essayer de comprendre la philosophie, d'une certaine manière. Ouais, je me souviens plus très bien, à vrai dire. Moi, je pense qu'on devrait en faire plus tôt, en fait, de la philo, pour tout te Ouais, dire. c'est sûr. Je pense que tu peux faire de la philo à des élèves beaucoup plus jeunes que 18 ans. C'est juste comment tu vas leur en parler, en fait. Oui. Et moi, d'ailleurs, c'est un truc que j'essaye de... Alors, pas avec des jeunes, mais je veux dire, j'essaye de démocratiser la philo sur ma chaîne. Mm. Justement, parfois en prenant des références très pop culture. J'avais fait un épisode, par exemple, où je parlais des questions d'identité individuelle par rapport au philosophe Derek Parfit, en reliant ça au film Memento de Ah oui. Christopher Nolan. Tu vois. Ou Et en- Lovecraft avec Descartes. voilà, exactement. Et en fait, je pense que tu as des moyens de toucher des gens en leur parlant de ce genre de trucs, tu vois, qui sont pas Ouais. forcément d'ailleurs toujours des super films ou quoi, mais qui sont très connus, tu vois. Matrix, on pense qu'on veut du film, moi je pense que c'est pas un film non plus incroyable, mais c'est un film qui porte en lui un certain nombre de réflexions, de début de réflexion, hein, c'est très très Oui, oui. diffus, mais des considérations qui sont philosophiques. Donc tu peux parler de philo en prenant des sujets extrêmement grand public. On pourrait même faire de la philo en prenant des trucs à la con, genre en prenant Thanos dans le MCU, tu vois. Oui. Thanos, il a une vision bête et méchante, utilitariste. Et en fait, ça, c'est de la philo aussi, tu vois. Donc, tu pourrais complètement faire des trucs de philo en parlant vraiment de trucs super grand public. Et peut-être que ça pourrait être une façon de toucher des gens plus jeunes ou des gens même qui n'ont pas trop d'intérêt pour ça. En tout cas, qui pensent ne pas avoir d'intérêt pour ça. Parce que moi, fondamentalement, je pense que tout le monde s'intéresse à la philo. Parce que Ouais. la philo, c'est vraiment euh, en fait des questions que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Tout ça, c'est des questions de philosophie. Oui. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avec Internet, avec l'émergence de la création web, il y a de plus Mm. en plus de gens qui font ça. Dans les essais vidéo, relier des philosophes à des produits pop Oui, culture. c'est Même le vrai. précepteur, il a un format comme ça où il fait la philosophie des Ah ouais? personnages de fiction. Ouais, il a Ah, fait je savais pas. Vegeta, il a fait Ah Rocky ouais. Balboa. Ouais, Ah, je savais pas du tout. voilà. Il faudrait que je regarde, ça doit être marrant. Ouais. Ok. Ok, bah je savais pas du tout. Mais ouais, moi je te dis, je pense que c'est pas déconnant de faire ça. Et du coup, je disais, un de tes chevaux de bataille, c'est le libre accès pour tous à la philosophie, et peu importe le degré d'érudition. Mhm. Donc déjà, pourquoi c'est important pour toi? Bon, ça, tu y as déjà répondu. Et ensuite, est-ce que tu penses que c'est vraiment possible que Ouais, tout le monde ait accès à la philosophie? ouais, je pense que. Enfin, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, je pense que tout le monde ne va pas passer 15 ans à étudier Spinoza Ah bah non. ou Kant ou quoi, mais je pense que par contre, on peut faire bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui dans la diffusion du savoir philosophique au sein Oui. de la société. Donc, en fait, c'est une question d'ambition et d'échelle, quoi. Tu vois, bien sûr qu'on va pas, tout le monde ne peut pas s'intéresser à ça de manière très approfondie. Par contre, je pense que tout. En fait, moi, ce qui me déçoit profondément dans la culture, j'allais dire française, mais je pense que c'est même vrai dans tout l'Occident, c'est que on a mis ça sur un piédestal et on Oui. a mis ça de côté comme si c'était pas quelque chose qui était essentiel. Alors qu'en fait, euh, tu vois, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais tout l'engouement qu'il y a ces dernières années autour du développement personnel, et ben pour moi, il existe parce que les gens n'ont pas accès à la philo. Parce qu'en fait, le développement personnel, les trucs les plus mercantiles dégueux, c'est de la sous-philo pour moi. Tu vois, Oui. c'est de la sous-philo qui ne dit pas son nom et qui en plus n'a bien souvent pas beaucoup de références. Mais en fait, les gens, ils ont soif d'être heureux et ils ont soif de comprendre les choses qui les entourent, que ce soit la politique, que ce soit ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'amitié, l'amour, la mort, etc. Et ça passe par ça passe par de la philo en fait. En tout cas, ça peut passer par de la philo. Et moi, mon grand regret, c'est là où je voulais en venir, c'est que on mette pas plus en avant les choses les plus accessibles de la philosophie. Tu vois, je pense que tout le monde peut lire les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Vraiment, c'est très accessible et ça va te faire comprendre des trucs et je pense que ça va rendre
n'importe quel lecteur qui lit les pensées de Marc Aurèle, je dis pas qu'il va tout trouver pertinent, parce que le mec, il vivait il y a 2000 piges, il n'avait pas tout compris. Donc de temps en temps, tu lis un de ses aphorismes et tu dis, putain, t'étais quand même un peu con. Mais 80% du temps ou 90% du temps, tu te dis, putain, j'avais pas pensé à ça, c'est une bonne manière de gérer mes émotions, mon stress ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois. Et c'est là où tu as des gens qui vont dire, c'est du développement personnel, etc. Mais en fait, oui, si tu veux, c'est du développement personnel, mais c'est le côté noble du développement personnel dont tout le monde a besoin, en fait, parce que tout le monde aspire au bonheur. C'est une aspiration collective de l'humanité. Donc c'est ça mon regret, moi. Je pense que si on veut parvenir à ce que tu me demandais tout à l'heure, c'est-à-dire comment diffuser un petit peu mieux la philosophie au sein de la société, bah, ça passe par mettre en avant ce genre d'auteurs-là qui sont accessibles. Et alors après, comment on fait, bah, je pense que c'est un effort collectif. Il y a des gens qui vont passer par les nouveaux médias, comme moi j'essaie de le faire à ma modeste échelle. Je pense que dans une certaine mesure, on peut aussi retravailler justement les programmes scolaires. En ce sens, il y a 1000 options auxquelles je pense pas. Tout ce que j'ai pu faire quand j'étais en milieu associatif, il y a des cinéphilos, des cafés philo, des ateliers philo dans plein de milieux différents. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'options et moi je pense que c'est des choses importantes. Ouais. Ouais, parce que moi j'ai un peu l'impression que la recherche philosophique, enfin le domaine philosophique, a été mis sur un piédestal comme quelque chose réservé à des spécialistes, Mm. comme si c'était de la physique quantique ou des mathématiques de haut niveau, tu vois. Et donc Mm. les gens ils ont peur de s'y frotter. Ils se Absolument, je suis disent que c'est complètement. pour une caste de Exactement. spécialistes. Je suis complètement d'accord et je trouve ça très dommage. Euh, et en fait, c'est-à-dire, il y a une part de vrai et évidemment que tu as des gens qui vont être des experts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont passer 15 ans à étudier un auteur. Et c'est super, on a besoin de ces gens-là parce que c'est eux qui vont avoir la meilleure compréhension, la plus raffinée de tel ou tel auteur. Mais ça veut pas dire qu'à côté, t'as pas besoin d'avoir en fait, des vulgarisateurs. C'est un mot qui est un peu sale, mais moi je pense que la vulgarisation c'est important. Je pense que, en tout cas, si tu veux qu'une discipline se popularise, il faut qu'il y ait des gens qui vulgarisent. Et donc je trouve ça effectivement dommage qu'on ait mis ça sur un piédestal. Alors après, je pense que c'est un peu normal aussi, c'est-à-dire que comme c'est des disciplines qui sont comment dire, qui sont assez anciennes. Enfin, je veux dire, quand tu penses philosophie, la plupart des gens, ils vont avoir, je sais pas, Socrate, Platon en tête, et ils vont s'imaginer des vieux mecs barbus d'il y a 2500 piges, et ils vont se dire, mais c'est pas pour moi. Enfin, ces gens-là, ils passaient tout leur temps à faire que ça, ce qui est vrai. Hein. Nous, on a des jobs, on a des vies de famille, etc. Donc on peut pas le faire, mais en fait, c'est justement parce qu'on a des jobs et des vies de famille qu'on a besoin de gens qui sont moins experts, justement, bah, en tout cas qui rendent les choses plus accessibles, parce qu'en vrai, tu as des experts qui sont des très bons vulgarisateurs aussi, pour faire passer ces considérations au sein de la population générale, on va dire. Ok. Alors, interro surprise. Je voudrais que tu me cites environ 5 ouvrages, t'en as déjà cité un, c'est Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Donc Mhm. 5 ouvrages de philosophie que tu juges accessibles à n'importe qui. Euh, alors, je pense que tu peux aller voir chez Descartes. Mhm. Euh, les méditations métaphysiques, je pense que c'est assez accessible. Ok. Le discours de la méthode aussi, c'est très accessible. Donc déjà, tu en as deux, tu m'as dit 5, donc là, tu en as deux de Descartes que je recommande sans trop de problèmes. T'as déjà dit Euh, les pensées pour moi-même, du coup. ok, donc ça fait 3 du coup. Je vais rajouter un stoïcien parce que Épictète, c'est très accessible aussi, le manuel. Et puis un cinquième, j'ai envie de dire Spinoza. Il vient après il y a toute une question Bon, qui on lui est parlera de dédiée, c'est Spinoza pour après ça. alors. Alors un cinquième qui soit pas Spinoza, qu'est-ce qui... Je pensais à Wittgenstein, mais Wittgenstein c'est un peu dur quand même. Un truc plus accessible, peut-être bon, peut-être du Hannah Arendt par exemple, la crise de la culture. Ah oui, plus Ouais, récent aussi. ouais, je dirais ça. Voilà, voilà. Donc là, dans mon conducteur, après, j'ai juste écrit Spinoza, deux points, pourquoi, comment. Ok. Et après, je te laisse élaborer. Ah ouais, ah, putain, Donc, tu me lances dans le. ouais, comment tu es venu à Spinoza déjà. Et Mhm. pourquoi est-ce que ça a été le coup de foudre. Enfin, le coup de foudre, je sais pas, mais... Bah si si, on peut le dire. C'est une forme de coup de foudre, ouais. Euh, comment j'en suis venu à là? En fait, quand j'ai repris la philo pendant mes études, la question qui m'a vraiment réorienté sur ça, c'était la question du libre arbitre. Donc c'est une question un peu technique.
Voilà, il y a tout un tas de réflexions dans la philosophie sur à quel point les êtres humains sont libres quand ils font des choix, en fait, quand ils prennent des décisions. Et tu as des oppositions entre libre arbitre, déterminisme, tu as une position un peu intermédiaire qui s'appelle le compatibilisme. On va pas rentrer dans le détail là-dessus parce que c'est un peu technique. Mais je m'intéressais en fait vraiment à ça. Je me posais la question, mais à quel point les choix que je fais sont libres. Et donc, c'est par cette voie-là que je suis arrivé à Spinoza, en fait. C'est-à-dire que Spinoza, je connaissais très très vite fait parce que je crois qu'on l'avait vraiment mais très très vite vu en terminale, mais je suis même pas sûr qu'on ait lu des extraits. On a dû juste le mentionner 2-3 fois. Et donc, en fait, en voulant me renseigner sur les travaux philosophiques qui avaient été faits sur le libre arbitre, je suis retombé sur Spinoza à cette époque-là. Et donc, j'ai lu. Alors, je sais plus par quoi j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé par le traité théologico-politique. Où en fait, il parle pas tant que ça. Alors, un petit peu, hein, c'est toujours présent, mais il parle pas tant que ça de libre arbitre. En tout cas, assez rapidement, je suis venu aux autres textes de Spinoza, dont l'Éthique, qui est son magnum opus, dans lequel les dernières parties, donc l'Éthique, c'est un gros bouquin en 5 parties, et les dernières parties de l'Éthique, les parties finales, se penchent beaucoup sur la question de ce que lui, il appelle les affects ou les passions, qui, de son point de vue et du mien aussi, sont souvent un frein à notre liberté. Et donc j'ai lu l'Éthique et j'ai trouvé ça. Alors, c'est un livre qui n'est pas évident à lire, mais qu'il ne faut pas essayer de lire d'une traite. Justement, il faut se focaliser, à mon avis, sur les parties qui nous semblent les plus intéressantes dans les premières lectures. Et de cette manière-là, on va découvrir des choses intéressantes. Et il ne faut pas avoir peur de le mettre de côté pendant une semaine et d'y revenir. Et tu peux lire ça par morceaux, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai lu l'Éthique en entier, mais j'ai jamais lu l'Éthique en entier d'une traite. Tu vois. Oui. Ni même d'ailleurs en partant du début à la fin. Tu vois. En tout cas, pas sur l'espace d'une semaine, tu vois, comme je peux le faire avec d'autres livres. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à Spinoza. Et après, pourquoi le coup de foudre, pour reprendre ta terminologie. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez Spinoza, c'est que j'étais assez surpris de voir à quel point il avait des intuitions. Parce qu'à l'époque, on est quand même dans un contexte où la science n'en est pas du tout au point où elle en est aujourd'hui. Tu vois. C'est quand même. C'est le 17e, hein, comme tu as dit, donc on n'en est même pas encore aux Lumières. Tu vois. Et j'ai trouvé que malgré ça, malgré le fait qu'il était en ce sens, j'allais dire pré-scientifique, c'est peut-être un peu extrême, mais tu vois ce que je veux dire. Il avait des intuitions absolument phénoménales sur justement des choses comme la capacité des humains à faire des choix libres. Tu vois, il y a toute une partie dans l'éthique où parce que c'est un désaccord qu'ils ont avec Descartes, la question de la liberté. Et il y a toute une partie dans l'éthique où Spinoza critique Descartes, alors qu'il aime beaucoup Descartes, hein, par plein d'aspects. Oui. C'est pas un élève, ils n'ont pas étudié, il n'a pas été l'élève à proprement parler, mais il a lu beaucoup Descartes, il a beaucoup de respect pour Descartes, mais il critique Descartes dans l'éthique sur la notion de glande pinéale, qui est une glande qui est dans le cerveau, qui d'après Descartes permet la liberté humaine. Bon, en fait, c'est n'importe quoi, tu vois. Oui. Et Spinoza identifie bien ça. Il dit mais c'est bizarre, c'est quand même un penseur incroyablement euh, novateur qui a proposé plein de choses, mais là-dessus, il se tourne presque le dos à lui-même, tu vois. Et donc, en ce sens-là, il y a pas mal de gens qui disent que Spinoza était plus cartésien que Descartes, ce qui est assez marrant. Oui. Je Et crois que tu as cité ça aussi de tes conversations avec Position Revue, c'est possible, si je ouais. ne m'abuse. C'est possible. Et donc, ouais, je trouvais ça assez fort que voilà, il ait compris un certain nombre de choses sur la nature humaine. En fait, moi, c'est vraiment ça que je trouve très très beau chez Spinoza, c'est qu'il comprend la nature humaine d'une façon plus raffinée que Descartes, mais aussi que d'autres penseurs que d'ailleurs j'adore. Il parle aussi des stoïciens, dont on a parlé un peu plus tôt, Marc Aurèle, Épictète, parce qu'il les a aussi lus. Et, il a vraiment une approche que je trouve plus. Parce que les stoïciens ont quand même, si tu veux, cette idée que dans une certaine mesure, les émotions, il faut mettre ça de côté. Tu vois. Et Spinoza va te dire, en fait, non. Il va te dire, ce serait inhumain de vouloir se départir de nos émotions, parce que c'est ça qui nous rend humains. Et il y a même une beauté dans nos émotions, y compris nos passions les plus tristes, elles sont belles. Mais arriver à prendre conscience qu'elles ont
une influence sur nous et qu'elle nous détermine dans une certaine mesure vers certaines choses, en fait, comprendre, et c'est aussi une image que j'emploie souvent, comprendre qu'il y a des fils qui font bouger la marionnette, et ben ça, c'est une façon de devenir un peu plus libre, justement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va atteindre une liberté totale, et c'est pas du tout ce que dit Spinoza, mais disons qu'on va atteindre un degré de liberté supérieur en prenant conscience de ça. Et donc voilà, je me répète un peu, mais vraiment cette compréhension supérieure, je trouve, du fonctionnement des humains et de la nature profonde de l'humanité, c'est ce que j'ai trouvé le plus beau chez Spinoza, et c'est ce qui m'a fait avoir ce coup de foudre. Mais t'as pas peur que ce soit juste parce que ce soit le premier que t'aies lu? Enfin, je sais pas si t'en avais bien étudié avant, mais Alors, il y a un truc comme ça chez ceux qui étudient la philosophie, comme quoi ils s'attachent aux premiers hmm, alors qui le lisent. ouais, c'est pas tout à fait le premier que j'ai lu quand même. C'est-à-dire Ok. que on a quand même lu des bouquins entiers quand j'étudiais ça en terminale. Notamment justement que j'ai cité tout à l'heure, La crise de la culture. On avait lu aussi le Gorgias de Platon. Bon, Platon, moi je suis pas super fan. Mais donc non, j'avais lu d'autres choses avant. Et je sais pas. En fait là on peut pas savoir, tu vois. Si ça se trouve, si Oui, bien sûr. mais si C'est j'avais de lu Nietzsche, je l'expectative. trouverais que Nietzsche c'est génial et que c'est mieux Ouais. que Spinoza, mais a priori je pense pas que ce soit ça. Mais je peux me tromper. Ouais. Moi, en terminale, j'ai lu Discours sur les raisons et fondements des inégalités parmi les hommes. J'en ai Mhm. aucun souvenir, mais c'était peut-être très bien. C'était sûrement très bien, d'ailleurs. Ok. Euh, je vais dire le N-mot. Tu penses quoi de Nietzsche, qu'on cite parfois dans la continuité de Spinoza d'une certaine manière, un peu comme Spinoza est dans la continuité de Descartes, Mhm. tout en Euh, refutant certaines parties. ouais. Alors le problème c'est que je suis pas non plus super connaisseur de Nietzsche. Nietzsche, Ah oui. j'ai lu Crépuscule des idoles, Mm. j'ai lu Ecce Homo et j'ai lu Zarathustra. Donc Ouais. il a quand même écrit vachement plus que ça. Donc je serais mal à l'aise pour vraiment émettre des jugements comme ça Ouais. Non, je très te très posais la forts. question parce que c'était le philosophe à la mode en ce moment Oui, oui, oui. sur Internet Bah, notamment, je pense chez qu'il y a des certains points de. influenceurs. Ouais, ouais, je pense qu'il y a des points comment dire, il y a des similitudes entre les deux, euh, notamment éventuellement justement sur ce qui peut constituer une forme de liberté. Mais voilà, il y a peut-être une part d'a priori chez moi qui est liée au fait que je le connais pas suffisamment. Donc voilà, j'oserais pas émettre des jugements trop définitifs sur Nietzsche parce que ouais, il faudrait que je lise plus pour être sûr de bien le comprendre, quoi. Parfois, tu parles de démarche démoniste, t'en parles régulièrement. Penses-tu que la recherche du bonheur et de la vie bonne, de la bonne vie, entre guillemets, est-ce que c'est possible et souhaitable? Est-ce que c'est un objectif Ben, de la philosophie aussi? oui, bien sûr, c'est un objectif à mes yeux, hein. Il y a des gens qui sont pas d'accord, qui justement te diront que ça, c'est. Là, on tombe dans le développement personnel. Moi, comme je te le disais plus tôt, je pense que l'engouement qu'il y a autour du développement personnel est lié au fait qu'on on ne diffuse pas assez la philo au sein de la société. Donc, je suis effectivement dans une démarche qui est empreinte de démonisme. Le démonisme, au cas où les auditeurs ou spectateurs, spectatrices, etc., ne connaîtraient pas, ça s'écrit donc Eudémonisme. C'est un mot qui vient du grec, de la tradition aristotélicienne, et qui signifie effectivement, c'est on va dire un genre de bonheur, béatitude, des choses comme ça. Euh, comment dire? Disons que c'est un peu compliqué de défendre ça parce que oui, effectivement, il y a un côté, il y a un côté développement personnel et en même temps, comme je te l'ai dit plus tôt, moi je pense que c'est une aspiration que tous les êtres humains partagent. Euh, et tu vois, je pensais même à, parce qu'en discutant de ça avec des potes, on se posait la question, mais est-ce que même par exemple, un masochiste, tu pourrais te dire que lui, son but, c'est d'être malheureux. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui le rend heureux, c'est la souffrance. Ouais, donc même un masochiste, dans une certaine mesure, est dans une dynamique eudémoniste. Tu vois, c'est-à-dire qu'il cherche le cadre qui va le rendre heureux. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, ça passe par de la souffrance. Mais donc, tu vois, je pense que on est tous attirés par ça. Après, on va pas forcément placer les mêmes choses derrière, enfin devant ce qui va nous amener au bonheur. Mais, euh, mais ouais, moi je pense que c'est une aspiration fondamentalement humaine et justement pour relier avec d'autres sujets que j'ai pu évoquer récemment, moi je pense qu'il y a une forme d'universalité
notamment derrière quelque chose comme ça, la quête du bonheur. Je pense que tous les humains aspirent au bonheur. Oui. Et tu penses qu'il y a un moment où on peut dire là je suis heureux Ah oui, c'est vrai qu'il y avait parce cet aspect-là que dans ta c'est ça. question. Non, alors pas du tout. Je pense que le démonisme est une quête. Alors certains pessimistes te diront qu'elle est perdue d'avance. Moi, je te dirais plutôt, comme ça va faire une jolie référence à Spinoza, que tout ce qui est beau est aussi difficile que rare. C'est les derniers mots de l'éthique. Ah oui. Et en fait, à la fin de l'éthique, il dit ça justement pour souligner le fait que le modèle qu'il a mis en avant dans son livre, c'est un modèle extrêmement difficile, voire même peut-être impossible à atteindre, mais que c'est pas pour ça qu'il faut pas y aspirer. Tu vois. Et donc non, moi je pense que le bonheur, c'est pas nécessairement quelque chose qui soit atteignable. En tout cas, c'est pas quelque chose que tu peux ressentir en permanence. Tu vas pas atteindre le bonheur, ça y est, t'es heureux et tu seras heureux pour le reste de ta vie. Ça n'existe pas. Mais je pense par contre que c'est une aspiration qu'on doit suivre et que oui, c'est ce que dit Spinoza finalement. Elle est belle parce qu'elle est difficile et rare à obtenir. Ok. Et d'une autre manière, t'as déjà cité Platon, mais y a-t-il des philosophes reconnus dans l'histoire de la philosophie dont tu n'aimes pas vraiment le travail? Ouais. Alors parfois c'est un peu dur parce que parfois c'est des philosophes dont j'ai lu un bouquin et ça m'a saoulé. Ah oui, Je pense je pense à Blaise Pascal par exemple. Bon, Blaise Pascal, moi ça m'agace un peu, mais je pense qu'il y a un peu, il y a sûrement plus de richesse chez Blaise Pascal que ce que je veux bien lui accorder. Donc tu vois, oui, j'aurais du mal à dire que j'ai raison. C'est oui, juste que j'ai lu les pensées, c'est ça, c'est les pensées de Blaise Pascal, ouais, ça. oui, c'est Et ça. j'avais trouvé ça, bon, pas super. Enfin, en fait, j'avais trouvé ça un peu neuneux, quoi, tu vois. Genre, bon, c'est. Je trouvais que ça sans grand intérêt. Un peu Et. dépressif aussi. Bon, pas nécessairement, mais disons qu'en fait, t'as l'impression que tout passe par Dieu, quoi. Ah oui, ça Justement, aussi, oui. alors lui, la quête eudémoniste pour Blaise Pascal, ça va être oui, t'es malheureux et tu seras malheureux tant que t'auras pas trouvé Dieu, quoi. Et c'est pas le Dieu de Spinoza dont il parle. Lui, c'est le Non, Dieu. le dieu Tu vois. chrétien pur. Ouais. Encore que ça se discute, paraît-il. Et peut-être Oui. d'ailleurs que ce sera l'objet d'une discussion avec Position Revue, parce que je crois que Position Revue connaît assez bien Blaise Pascal. Ah, Et en tout cas, donc oui, il y a des auteurs avec lesquels j'ai un peu de mal. Kant, en fait, l'éthique déontologique comme ça, comme Kant peut la proposer, des fois c'est un peu. J'ai l'impression qu'il y a un côté raisonnement circulaire un peu, tu vois. On va placer un principe comme ça et on va dire, bah, on y va, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. Et donc parfois ça m'agace un peu, il y a un côté un peu rigide, quoi, je trouve, chez Kant. Mais c'est pareil, Kant, je connais un peu parce que je l'ai étudié en terminale, puis je l'ai relu depuis, mais je suis loin d'être un expert de Kant, donc à mon avis, je suis un peu salaud là aussi, tu vois. Donc en tout cas, disons que dans les auteurs qui ont survécu à l'épreuve du temps, je pense que quand je les aime pas, c'est surtout mon problème que le leur. Tu vois, c'est plus de ma faute que de la leur. Par contre, si on parle des contemporains, là, je peux t'assurer qu'il y en a qui résisteront pas à l'épreuve du temps. ok. Bah tiens, à la question que je te posais plus haut sur le bonheur est-il affaire de raison, Mhm. je sais pas si t'as suivi ça, il y a un élève moyen qui a eu 11 sur 20, ça a été médiatisé, je sais pas si t'as suivi. Pas du tout. Bah non, il s'agit de ChatGPT. Et du coup, Ok. tu en parles souvent sur ta chaîne, ça te fait pas peur l'évolution fulgurante des intelligences artificielles génératives? Euh, ça me fait. Est-ce que ça me fait peur, vraiment? Disons que ça soulève des points qu'il va falloir encadrer. En fait, ça me fait pas peur. Moi, j'ai pas peur de me faire grand remplacer en tant que rédacteur par une IA. Tu vois. Je me dis pas, elle va me voler mon job. Euh, Enfin, plus exactement, je me dis si un jour les IA sont assez performantes pour me voler mon job, non pas que je me jette des fleurs, hein, que je trouve que je suis un rédacteur incroyable, mais c'est que finalement elles auront atteint un niveau qui fait qu'il n'y aura plus vraiment besoin de moi, auquel cas j'ose espérer qu'on aura mis en place comment dire, des garde-fous socio-économiques qui permettront aux gens de ne pas avoir besoin absolument de travailler, tu vois, que ce soit un revenu de base ou autre chose. Je suis quelqu'un qui, sur le moyen long terme, on va dire, est plutôt optimiste, donc je pense que les humains s'en sortent à une échelle de temps suffisamment grande. Donc en ce sens-là, ça m'inquiète pas tant que ça. Par contre, je pense que il y a tout un problème d'éthique qui sont posés effectivement par ce qui se passe depuis en gros un an et demi avec les dernières versions des modèles de langage multimodaux, donc comme par exemple ChatGPT, mais pas que. Euh, ouais, il y a des problèmes d'éthique qui se posent quand on commence à mettre ces applications entre les mains de tout le monde.
et donc potentiellement soit de gens qui vont être à risque, soit de gens qui vont occasionner eux-mêmes du risque. Tu vois. Si tu as accès à une intelligence artificielle qui te permet de faire artisanalement une bombe de phosphore chez toi, Ça c'est devient embêtant. chaud. Tu vois. C'est embêtant. Ça- Et de la même manière, il y avait eu un fait divers avec l'IA conversationnelle de Snapchat qui avait tranquillement recommandé à... Alors en vrai, c'était pas une vraie adolescente de 13 ans, c'était un mec qui voulait tester. Donc c'est un mec qui vient de... C'est Asa Raskin, il s'appelle, c'est un entrepreneur de la tech qui a fondé un genre d'ONG qui s'appelle... merde, je sais pas leur nom. Humane Tech, un truc comme ça, Humane Mhm. Tech Center, je sais plus. Bref, Un en tout cas, truc pour. ils militent pour de la tech à visage humain et ils ont vraiment envie d'encadrer de manière éthique le développement de la tech. Ils ont un super podcast d'ailleurs qui s'appelle Your Undivided Attention, c'est en anglais. En tout cas, ce mec-là avait fait un test justement pour vérifier la sécurité de l'IA conversationnelle de Snapchat. Il s'était fait passer auprès de cette IA pour une adolescente de 13 ans qui discutait donc avec son assistant, enfin c'est pas un assistant, c'est une IA quoi, Mhm. et qui racontait à cette IA, donc Snapchat, c'est vraiment de la discussion, elle racontait à cette IA, ah oui, j'ai rencontré un garçon, il veut m'inviter dans l'état voisin, ça se passe aux États-Unis évidemment, il veut m'inviter dans l'état voisin pour mon anniversaire, ça va être mes 13 ans, on va coucher ensemble, ah au fait il a 38 ans, bah, tu vois, je sais plus, mais c'était Des trucs horribles. un truc hyper glauque comme ça, et en fait, on se rendait compte que l'IA voyait pas le problème, tu vois. Et donc ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a un Ouais. manque d'encadrement éthique. Ça veut dire que les modèles d'IA n'ont pas été suffisamment bien travaillés au niveau, bah, ouais, au niveau de la philosophie morale, en fait. Et on ne peut pas laisser ça dans la nature comme ça. Alors depuis, ça a été corrigé, hein, mais on n'est pas encore sur un cadre qui soit parfait. Donc en ce sens-là, ça m'inquiète pour tout ce que ça peut occasionner de dangereux au sein de la société. Mais disons que la question de mon travail personnel, si c'est pour ça que tu me posais la question, ça m'inquiète pas trop. Bon, pas spécialement, mais c'était vraiment le fait que les robots fassent tous les métiers artistiques et que nous on se retrouve à faire les métiers chiants, qui est l'inverse Ah du non, futur auquel on avait pensé, tu vois. non, ça je pense pas. Je pense pas que ça arrivera. Je pense que l'intelligence artificielle dans l'art n'est pas plus une menace pour un artiste que les autres artistes en fait. Euh, Oui, un artiste, il fait des choses singulières qui représentent le, le- l'essence de qui il est et il a pas de raison d'être menacé par une intelligence artificielle à mes yeux, quoi, parce que elle pourra au mieux l'imiter, mais ou alors proposer son truc à elle, mais son truc à elle sera différent de son truc à lui. Donc, tu oui. vois, pour moi, il n'y a Après, pas il y a de. le cas extrême où les intelligences artificielles deviennent consciemment humaines et Ouais. se disent on Ouais. va peut-être se passer des humains. Ça, c'est un peu de Alors là, on n'y l'expectative, est pas mais encore, non. mais oui, alors c'est plus un sujet de prospective. Et ça, effectivement, il y a une forme de risque, mais là, on touche à des sujets qui sont extrêmement complexes, parce que ça veut dire qu'on va sur le terrain de la philosophie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Des choses comme ça. Moi, c'est des sujets que je trouve passionnants, mais c'est pas des sujets que je peux te répondre en 2 minutes Non, ou bah trois non. minutes. Ah non, c'est sûr. Euh, C'est, Mais c'est des faudrait choses que, recevoir un ingénieur. ouais, ou pas, c'est des trucs que j'essaie de traiter aussi sur ma chaîne, j'en ai un petit peu parlé, mais oui, c'est des sujets très très difficiles, et en plus Ouais, qui sont pas résolus, je veux dire. On sait pas aujourd'hui comment émerge la conscience à proprement parler. On a des pistes de réflexion, mais on n'a pas de réponse. oui. Alors, pour l'anecdote, quand je dis que ChatGPT a eu 11 sur 20, c'était dans le Mhm. contexte d'un duel contre Raphaël Enthoven qui lui a eu 20. Ah ouais, Voilà. Raphaël Enthoven a eu 20? A eu 20. C'est controversé parce qu'il y a la première page de sa copie qui a fuité et il y en a qui. On paraît qu'il a plagié son propre livre dans cette. Et il paraît que le prompt de ChatGPT était très mauvais aussi, c'est pour ça qu'il a eu que 11. Ah, ouais, c'est possible. Bah écoute, déjà moi, le fait qu'on puisse avoir 20 en philo, je trouve ça bizarre. Ouais. Moi, je viens de cette école où on disait si tu rends un truc parfait, t'auras 18 ou 19, mais t'auras pas 20, parce que 20, en fait, la vraie perfection n'est pas de ce monde, et 20, c'est la Oui. perfection, donc casse-toi. Euh, donc ouais, le fait que, en plus, bon, Raphaël Enthoven, avec tout le respect que je lui dois, il fait partie de ces auteurs que je mentionnais tout à l'heure, qui, à mon avis, ne Oui, résisteront qui pas va pas spécialement rester à l'épreuve du à temps. l'épreuve du temps. Donc bon, voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ok. Alors, que penses-tu de la tendance grandissante du dooming dans la jeune génération? Si tu vois ce que c'est. Ouais, je vois ce que c'est, bien sûr. Le dooming, bah, c'est finalement une forme de pessimisme un peu extrême. Oui. Je pense Et que c'est fataliste. ouais, ouais, Pessimiste fataliste. je pense que c'est très lié à.
je pense que nos réseaux sociaux sont pas bons pour notre santé mentale, au global. De par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que comme ils sont structurés autour du business model de la pub, ils mettent en avant des choses qui sont extrêmement, comment dire? Bah, qui sont violentes en fait, psychologiquement. Tu vois? Le conflit permanent, c'est usant. C'est et quand on va sur Twitter, on s'en rend compte au bout de 10 minutes. Je veux dire, tu scrolles ta TL et tu vas voir que ça fait que enfin, je veux dire, c'est du clash quasi permanent, quoi, donc Ouais, c'est surtout ces derniers temps avec ce qui est arrivé à Twitter. oui, ouais, ouais, non, mais Ça, je alors, crois que tu en as parlé déjà dans une de tes vidéos. Ouais. oui, oui, je pense que Musk est un architecte, vraiment de quelque Du chose de pas chaos. très joli. Oui, oui, de vraiment quelque chose de pas très joli, sur cette plateforme, mais qui était déjà loin d'être parfaite avant qu'il arrive, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, après, au-delà de ça, moi, le dooming, je sais pas trop quoi en dire et quoi en penser de plus parce que je trouve que c'est il y a aussi quelque chose sans doute d'humain. Je pense que quand on est, jeune, quand on est, on va dire, tu vois, la fin de l'adolescence, et tout le début de l'âge adulte, on est quand même dans des phases qui sont charnières et qui sont pas évidentes. Donc je pense que c'est aussi normal d'être un peu déprimé. Donc il y a sûrement aussi une part de ça, quoi. C'est une étape de la construction qui est sans doute pénible, mais qui est peut-être aussi assez naturelle. Donc c'est ça, voilà, il faut pas être catastrophiste non plus à mon sens là-dessus. Mais malgré ça, c'est quelque chose que je regrette, ouais, parce que moi, fondamentalement, j'ai envie que les gens soient heureux. Donc je trouve ça triste et je pense que ouais, les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité là-dedans. Oui, oui, oui. Dernier sujet, c'est les arts et la culture. Mm. Donc, à part la philosophie, est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu regardes des films? Est-ce que tu écoutes de la musique? Tu joues à des jeux vidéo? Ce genre de choses? Tout ce genre de produits culturels, est-ce que ça t'intéresse? Non, je fais que les. Non, je plaisante. Non, je ne Non, lis non, que bien sûr. Spinoza d'ailleurs. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, alors bah, je pense que tu l'auras vu, mais effectivement, de temps en temps, j'arrive quand même à glisser des références un peu pop culture sur ma chaîne, notamment de la science-fiction. C'est vrai que j'ai un certain attrait pour la science-fiction. Ouais, en fait, même pas que la science-fiction, beaucoup de genres, du fantastique, même l'heroic fantasy, j'aime bien certains auteurs. Et donc oui, la SF. Et du coup, ça, c'est des genres qui infusent beaucoup de médias différents, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, les arts en général, en fait. Donc oui, oui, j'ai des attraits pour tout ça, la musique aussi. D'ailleurs, j'ai un passé un peu musical. Moi, j'ai étudié la musique, alors pas comment dire, pas académiquement, mais c'est-à-dire, enfin, si, en fait, j'ai fait du solfège, des choses comme ça quand j'étais petit. Je déteste ça, mais je sais lire la musique. Je sais jouer plusieurs instruments, donc j'écoute. Il y a beaucoup de musique dans mon quotidien aussi. Je pense que c'est l'art qui me touche le plus d'ailleurs, avant le cinéma ou même la littérature. J'ai vraiment un attrait pour la musique. Mais oui, après, je sais pas, tu voulais que je te donne des références en ciné, en littérature, Non, tout ça? après, ouais, bah, après, je te demande si tu as des artistes qui te touchent particulièrement dans ce qu'ils font, donc Ouais, des artistes préférés. ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai des goûts assez. Alors, c'est assez bateau de dire ça parce que tout le monde dit ça, mais j'ai des goûts assez éclectiques en matière, par exemple, musicale. Euh, je- j'ai plusieurs potes avec qui on partage l'amour du punk rock, donc j'écoute pas mal de punk rock. Euh, Si je devais te donner une référence, je pense que ces derniers temps, je réécoute beaucoup Joe Breaker, qui est un groupe vraiment en fait de la fin du punk américain. C'est genre. Enfin, non, je dis fin. J'allais dire ça, et en fait, il y a eu toute la période après avec Blink 180. Ouais, c'est quoi 182? Ça, ouais, 182. Un 8-2. J'ai un peu écouté. J'ai aussi écouté un peu Blink, hein, j'ai pas de problème, ils ont certains albums qui sont cool, mais c'est avant ça ce dont je parle. Joe Breaker, c'est plutôt début des années 90. Et c'est un groupe qui est fabuleux, je trouve. Euh, c'est un trio. Fait par d'ailleurs, je pense que certains potentiellement connaîtront le le frontman de ce groupe-là a fait un autre groupe après le split de Joe Breaker qui s'appelait Jets to Brazil, qui est un peu connu quand on est amateur de rock un peu alternatif. Et Joe Breaker est un super groupe de punk rock que je réécoute. C'est un groupe que je connais depuis longtemps, mais que je réécoute en ce moment. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réécouté, et c'est notamment l'album pardon, Dear You est vraiment.
on parlait de ça avec un pote qui est aussi amateur, et si on aime ce genre de musique, c'est un album qui est quasiment parfait. C'est-à-dire, il y a pas de mauvaises chansons, enfin, c'est même le ventre mou, chaque album a un ventre mou, tu vois, avec des chansons un peu en dessous, tu vois. Même le ventre mou de cet album-là est incroyablement qualitatif. Donc ça pourrait être une recommandation. Après, sur ma chaîne, on m'avait déjà posé la question dans ma FAQ, j'ai déjà mentionné d'autres artistes, je crois que j'avais parlé de Louis Cole. C'est plutôt un espèce Oui, tu en de... as parlé dans un certain podcast dont il ne faut pas mentionner le nom. Bah oui, c'est vrai, tout à fait. Louis Cole, Louis Cole, c'est plutôt un jazzman de formation, et donc ça n'a rien à voir avec le punk rock. En même temps, il y a quelques influences un peu punk, Mhm. et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Thundercat, que j'aime beaucoup aussi, que j'écoute Ouais. un peu en ce moment, c'est plutôt jazzy aussi. Mais j'ai vraiment d'écouter des choses très très variées. Je sais pas si je peux donner d'autres pistes. Et puis après, en cinéma, cinéma c'est un art que je connais moins. En plus, je suis quand même un peu intimidé par les gens que je connais sur le YouTube francophone qui parlent de cinéma, Oui, qui bah oui, ont il y en a 15 fois beaucoup. ma culture, donc je sais pas si j'oserais trop donner des recommandations. Peut-être tiens, si je devais donner un petit film de science-fiction qui est connu, hein, mais qui est pas tout récent, et qui est pas souvent recommandé, je trouve, en tout cas pas assez selon ce qui devrait être à mes yeux, ce serait Cube, Ah qui oui. est un film de SF un peu thriller, tu vois. Mm. J'ai plus le nom du réalisateur en tête. Je crois, alors si Euh, je ne m'abuse, c'est Vincenzo Natali. Exactement, bien Mais vu. si c'est Ça. pas ça, je me ferai Non, défoncer non, dans c'est les ça. commentaires. Non, 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 c'est carrément ça. J'allais dire, je me souviens qu'il a un nom à consonance italienne, Un nom et c'est consonance carrément. italienne alors qu'il est canadien, oui. Oui, il est canadien. Oui, c'est un film canadien, tout à fait. Avec des acteurs beaucoup canadiens d'ailleurs. Notamment, je me souviens qu'il y a Ah, je David pourrais pas dire. Hewlett. Il y a David Hewlett qui joue dans ce film-là, qui a après joué dans la série Stargate Atlantis. Ah oui. Et donc, ouais, c'est un super film, je trouve. Parce qu'en fait, il y a plein de considérations sociologiques aussi. C'est un groupe de gens qui se retrouvent enfermés, qui se réveillent en fait dans une espèce de prison qui est constituée de plein de salles cubiques, et qui essayent de s'en sortir ensemble. Mais du coup, ils ont des rôles différents, parce que dans la société, ils avaient des fonctions différentes. Il y a un flic, il y a une mathématicienne. Il y a un mec qui travaille dans je sais plus quel domaine corpo, il y a une médecin, enfin voilà. Et je trouve que c'est un film assez intéressant au plan notamment philosophique, sociologique, et qui cinématographiquement est assez intéressant, notamment parce que je trouve qu'il s'en est très très bien sorti par rapport à l'assez faible budget qu'il avait. Donc voilà, je recommanderais peut-être juste ça, qui est un film que je trouve excellent. Et après, en littérature non philosophique, j'en lis pas énormément. Euh, Récemment, j'ai lu Le Maître et Marguerite de Bulgakov, Ah oui. euh, Le- qui est assez incroyable. C'est un roman ou c'est du théâtre? Je me souviens plus. Non, c'est un roman. Enfin, C'est un il y a roman. peut-être eu des interprétations, il y a peut-être eu des adaptations, pardon, théâtrales, mais c'est un Peut-être, roman, mais ouais. à la base c'est un roman. Oui, oui. Et qui est assez génial. Et puis peut-être, ouais, je résiste pas à l'idée de parler quand même de Lovecraft, qui, Mhm. malgré qu'il soit extrêmement peu recommandable politiquement, Oui. est quand même un auteur incroyable qui a créé un genre concrètement, hein. Oui, L'horreur si. cosmique, c'est un sous-genre de la SF qui vient de lui, et dont il est le gardien et le maître, et donc je recommande l'œuvre de Lovecraft. Ok. Donc, tu avais déjà fait dans une vidéo avec Liu Cixin. Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, je recommande aussi, puisque tu en parles, Liu Cixin, c'est un auteur chinois de science-fiction qui a écrit Le Problème à trois corps, tout ça, des choses qui sont en train d'être adaptées d'ailleurs à la télévision par Netflix. Il me semble qu'il y a une Euh, adaptation américaine par les mecs de Game of Thrones et une adaptation chinoise qui vont sortir quasiment en même temps. c'est ça. Tencent, donc la méga corporation chinoise Tencent, est en charge de l'adaptation chinoise, et c'est Netflix et Benioff et Weiss qui sont en charge. Donc Benioff et Weiss qui étaient, comme tu dis, Les showrunners de Game of Thrones. et exactement, qui sont en charge de la version américaine. On verra. Moi, parfois, ils arrivent à bien adapter. Quand ils commencent à prendre des décisions par eux-mêmes, ils font n'importe quoi. Oui, quand il n'y a plus assez de livres, merde, qu'est-ce qu'on fait? Ça. Donc, Et on ouais, verra. On ouais, verra. on connaît. Dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir comme invité dans les prochains fleuves, si jamais on en refait? Ouais, il y a même plein de personnes que j'aimerais bien voir.
Des gens qu'on a déjà mentionnés d'ailleurs, mais Raphaël Antoven, par exemple. ouais, par exemple, bien sûr. Non, bah, j'allais dire le fils de Bulle, mais là je vais me permettre une petite pique au fils de Bulle. Le fils de Bulle, le problème c'est que quand tu l'invites dans un format interview, comme il est pas à l'aise avec ce format-là, il va Ouais. te faire plein de prises. Et après, tu dois Ah te bon. casser le cul au montage. Ouais. S'il va dire, non, là, coupe, j'ai pas aimé ma réponse, tu vois. Ah Donc oui, il va te ok. dire, ah, et tu coupes là, s'il te plaît, tu vois. Alors que moi, ça me saoule. Quand j'invite quelqu'un pour faire une discussion comme ça, pour moi, c'est un format qui est. C'est du différé, mais c'est comme du direct, c'est pas fait pour être coupé, coupé, Oui, coupé. voilà. Donc quand j'invite l'Obscur, alors j'adore l'inviter parce qu'on a des conversations très intéressantes. En plus, on a des atomes crochus parce que c'est quelqu'un qui a un diplôme en philo, alors Oui. qu'il parle de bande dessinée sur sa chaîne. Et donc on a des super conversations, mais quand tu l'invites dans un format comme ça, il te fait travailler, il te fait vraiment, tu vois, il te fouette quoi. Donc, mais je recommanderais quand même l'Obscur parce que c'est un gars brillant et très intéressant. Et puis après, bah, il y en a plein d'autres. Pour parler de cinéma, moi j'aime beaucoup Game Focus dont on a parlé. J'aime beaucoup Vulvon dont on n'a pas parlé aussi. Ah oui, Dominique Qui a Marceau, je crois qu'elle s'appelle. ouais, sur Twitter, c'est ça. Qui a une super chaîne où elle fait des formats à rallonge. De 18 heures. Ouais, c'est ça. Mais C'est la partie c'est 1. génial. La dernière vidéo, Ouais, c'était une ouais. partie 1 qui dure Ouais. 4h30. Mais non, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est assez brillant aussi. On a parlé d'Antoine Goya. Ouais, après, je sais pas, ouais, pour parler de sujets peut-être plus philo. Je sais que c'est pas très en vogue de dire ça quand on aime bien Antoine Goya, mais moi j'aime bien aussi le précepteur. Hein. Je trouve qu'il fait pas que de la merde. Donc si tu pouvais la voir, moi je te recommanderais de la voir. Je pense qu'il aurait des choses intéressantes à dire. Et puis, ouais, je sais pas. Comme tout à l'heure, il y a sûrement plein de gens qui me viennent pas en tête, et dans 15 minutes, je vais me dire putain, mais j'aurais dû parler d'un tel, mais là, c'est déjà une bonne piste de réflexion, je pense. Ok. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Arthur.